Bonjour à tous et bienvenue dans la PSL Room, le podcast qui met le poker live au cœur de la table. Je suis Anthony et dans ce podcast, je pars avec vous à la rencontre de personnalités du poker. On revient sur leurs anecdotes de parties mémorables, leur expérience et on vous dévoile tout ce qui fait vibrer l'univers du poker live. Mais PSL, ce n'est pas uniquement un podcast, c'est avant tout l'application mobile parfaite pour vous accompagner sur toutes vos parties en live, que ce soit en tournoi comme en cash game. Avec PokerStack Liberty, vous pourrez notamment calculer votre stack à la big blind près. Plus d'approximation, tout est optimisé. Partagez vos variations de stack sur vos réseaux sociaux, mais également avec vos amis et votre groupe de travail. Tout cela en un seul clic. Créez votre table en temps réel, indiquez le nombre de joueurs, prenez des notes sur vos adversaires et enregistrez-les. Suivez votre bankroll live avec tous les frais inhérents à la pratique de notre passion. Et si vous aimez le poker autant que nous, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et une note 5 étoiles pour que la communauté PSL continue de grandir. À présent, il est temps de présenter notre nouvel invité. Bonne écoute. C'est de la réussite. C'est une réussite différente, c'est-à-dire que je vais pas gagner un énorme tournoi, mais je vais avoir pas mal de réussite sur plein de petits tournois, tu vois. Du coup, voilà, l'un dans l'autre, ça reste aussi de la réussite, bien sûr. Et bien sûr, ce qui compte, c'est que c'est de gagner de l'argent et il me semble que, bon, même récemment, mais en tout cas, au tout début, quand j'ai pris contact avec toi pour le podcast, c'était en plein rush, quoi. C'est-à-dire, il valait mieux prendre 3 fois 70K qu'une fois 100K, quoi. C'était un peu ça. Je me plains pas de la réussite, honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance. Salut Loïc. Salut. Comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Je suis ravi de te recevoir dans la PSL Room. Là, t'es dans ton début de journée puisque t'es au Mexique et nous, on est en fin d'après-midi quasiment en France. Donc, on t'attrape à ton réveil. C'est vraiment cool en tout cas de te recevoir un petit peu avant que tu partes à Vegas. Donc, le podcast, lui, sortira quand tu seras à Vegas. Mais là, on est en captation un petit peu avant. Donc, c'est cool. J'ai vu pas mal de podcasts sur toi. C'est vrai que, bon, j'ai essayé d'avoir un peu d'autres questions et pour pas forcément retomber aussi dans les choses que j'ai entendues. C'est ce que j'essaye de faire le plus souvent. On va quand même te poser les questions un peu d'intro quand même pour savoir les principales choses, c'est-à-dire si tu peux un petit peu te présenter et te dire et nous dire comment tu t'es intéressé au poker, comment t'as atterri là-dedans. Ok. Bah, du coup, Loïc, 28 ans, hein, ça y est, 28 ans déjà. J'ai connu le poker à la fac de maths. En fait, je cherchais un nouveau jeu, tout simplement. Et j'avais un pote qui est un top de spin, qui maintenant il se reconvertit en PLO. Ok. Et qui jouait déjà au poker. Et du coup, il m'a lancé sur ce jeu-là. Et j'ai de suite accroché. Mais accroché, obsession, quoi. C'était une obsession et ça l'est toujours, Ok. tout simplement. Donc t'es directement tombé finalement dans la passion, quoi. La passion pour le jeu. Ouais, directement, ouais. Franchement, j'ai commencé par lire un livre et pour être directement avoir les bases, quoi. Ouais. Et en fait, à partir de là, j'ai pensé au poker toutes les nuits, quoi. Ça m'a obsédé. Vraiment, c'est le mot, tu vois. Mais en plus de ça, toi, t'as le côté compétition. Je sais que tu faisais du basket avant. Du coup, j'ai une question. Ouais. Quelles sont tes passions hors poker et voilà, qu'est-ce que t'as fait aussi avant? Alors, passion, maintenant, j'ai plus le temps d'avoir beaucoup de passion parce que le Ouais. poker, ça me prend un temps énorme. C'est vraiment, c'est tous les jours, quoi, tout le temps. Mais sinon, maintenant, j'aime quand j'ai le temps voyager, découvrir d'autres cultures. Ouais. C'est pour ça que je suis très bien au Mexique. Et tout simplement, juste, ce qui me rend heureux, c'est de passer du temps avec mes potes. Ouais. Je sais pas, le soir, dans un restaurant, autour d'un verre, avec ma copine aussi. Voilà, Ouais. juste passer un peu des moments simples, tu vois, et c'est ce que je préfère au final. Trop bien. Et alors du coup, on voit souvent sur tes réseaux des choses de good vibes, genre c'est la vie que je mène, c'est la vie du poker, c'est enfin tu le dis d'une autre façon, mais c'est un peu ça. Finalement, c'est ton rythme de grind, il est comment là-bas? Parce que c'est très cool pour grind en journée, tout ça. En fait, c'est que je suis très peu fatigué. Je suis fatigué le soir, en fin de session, mais en fait, le lendemain matin, ça y est, je suis en forme. Moi, mon rythme de grind, si tu veux, si on parle de pure grind, je commence les sessions à 11h du mat, c'est environ, c'est 18h heure française, ça dépend. C'est entre 6 et 7 heures de décalage horaire selon les périodes. Donc ça peut être 18h ou 17h du coup, Ouais. en heure française et jusqu'à à peu près 20h quoi, 20h, 21h, ce qui fait à peu près 3h du mat en heure française. Ouais. Donc je fais 11h, 20h quoi, 9 heures de grind. Je grind pas tant Trop que bien. ça en termes d'horaire, 9 heures pour un joueur.
pro, c'est pas tant que ça. Il y en a qui grind 11-12 heures. Ouais. Mais je fais un gros volume. Et en fait, c'est une bonne strat parce que je max les trades certains tournois. Et 11 heures, donc 18 heures heure française, c'est souvent la bonne plage horaire pour jouer tous les beaux tournois, quoi. Voilà. Surtout que tu as toutes tes tables qui pop vers 19h30, 20h. Combien tu joues de tables au maximum au cœur de session comme ça? Au maximum 20. Ça m'arrive de dépasser un petit peu, mais au maximum 20 tables. Le dimanche, je peux passer à 22, 23, des fois 24 tables, mais c'est rare sur une petite période. Mais sinon, c'est 20 tables. Après, là, depuis, disons, 10-15 jours, j'essaie de jouer un petit peu moins, 14 tables, 13-14 tables. Et j'ai vu que mon impact, l'impact sur mon BB100 est non négligeable en jouant 14 tables. D'accord. Mais en même temps, disons que c'est un calcul à faire, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues 12, 13 tables, tu vois, forcément, tu seras plus performant, tu peux faire des lines un peu plus tricky, des lines de, je sais pas, check raise, check, click, turn, plein de lines dans lesquelles, quand tu as 20 tables, c'est beaucoup plus dur. Parce que ça arrive des fois, tu sais plus où t'en es dans le coup. Ouais, du coup, t'es plus obligé d'avoir une théorie. Dis-moi. Plus à la théorie, plus simple, simplifie beaucoup. Un peu plus théorique, oui, et aussi, disons, plus solide, une strat bien en place, et tu peux moins prendre des lines un peu plus tricky, disons. Mais bon, et encore, ça dépend, tu vois. Ça dépend des spots. Mais sinon, voilà, c'est ça. À peu près le matin, sinon avant mes sessions, c'est souvent 1 heure de coaching. Je coach, voilà, chez Spin Elite. Ouais. 1 heure, souvent, régulièrement en tout cas. Et quand j'ai pas ça, ça m'arrive juste d'aller bruncher quelque part, entre potes, voilà, tout simplement. Chiller un petit peu avant ma session. Et je bosse par contre beaucoup le soir, après mes sessions, ou les jours où je joue pas. Je bosse tout simplement je fais des reviews de main, de spots, de thématiques, voilà, tout simplement. T'as un coach technique aussi? Non, j'ai plus de coach technique. Plus de coach technique, ok. Je réfléchissais un petit peu à un nouveau coach, mais c'est un peu compliqué parce que les coachs que j'aimerais, ils sont pas dispo. En général, ils peuvent pas. Et comment est-ce J'aimerais bien être coaché par Vladimir Minko, mais bon. Ok. Je crois qu'il coach pas. Comment est-ce justement, quel habit tu joues actuellement? En fait, c'est difficile à dire parce que comme je joue beaucoup de tables, mon ABI, forcément, il baisse un petit peu parce qu'il y a des tables que tu peux réentrer plus souvent que d'autres. Disons que je joue tous les tournois jusqu'au 1000. Et les 1K5+, ça m'arrive d'en jouer 1 ou 2 de temps en temps s'ils sont beaux. Sur GG, si tu veux, je suis ABI 180, ce qui est écrit sur le PokerCraft, quoi. Moi, je joue tout ce que je peux jouer, qui sont tous les beaux tournois, quoi. Sur les autres rooms, je crois que je suis ABI un peu plus bas, je dirais 100 environ. Mais c'est juste qu'en fait, je joue quasiment que GG maintenant. Ouais, puis il y a moins d'offres, de haut buy-in sur, par exemple, Wina, il y a moins de haut buy-in. C'est ça. En fait, sur PS, par exemple, il y a que 1,500 et qui est vraiment dégueulasse, c'est Petit Fields. Donc souvent, juste, je joue pas. Sur Wina, maintenant, je joue très très peu hors series parce que c'est des tournois qui ont des faibles garanties tout simplement par rapport au .com. Et le Battle Royale, par exemple, qui est un site max en début de session, quand tu as 20 tables, c'est pas pratique. Ouais, ça va trop vite. Pendant les séries du .com, je joue pas, par exemple, tu vois. Ou très peu. Ça m'arrive quand même, mais voilà. Et justement, est-ce que c'est compliqué quand on a un ABI élevé de trouver un coach technique? Il y en a moins, du coup? Ouais, en fait, c'est-à-dire que faut voir souvent du côté étranger, quoi. En français, tu peux plus vraiment te faire coacher, quoi. Parce que disons que les meilleurs joueurs, c'est souvent des potes à moi. Donc, c'est conflit d'intérêt, du coup. Où je leur demande leur avis. Voilà, ça peut. Après, t'as toujours des joueurs français qui sont meilleurs que toi, mais en fait, juste, c'est souvent des potes, tout simplement. Et du coup, c'est du côté étranger, mais la plupart coachent pas. C'est souvent ça, quoi, coachent pas. Ou alors sont très très chers. Et voilà. Et c'est aussi un peu quel coach t'aimerais avoir. C'est que maintenant, avec les solvers, il faut vraiment que le coach, en tout cas à un certain niveau, il faut qu'il t'apporte une plus-value non négligeable. Et il faut il faut des critères particuliers. Moi, par exemple, un coach que j'aimerais avoir, c'est un coach qui joue très régulièrement les high stakes online. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Des top pros qui jouent très régulièrement. Qui coach et qui jouent très régulièrement, Parce que la plupart, maintenant, jouent en live, ils jouent un faible échantillon. Et là, des top players qui jouent tout le temps, il n'y en a pas tant que ça, en final, hein, tous les jours, qui jouent tous les jours. Voilà, en français, par exemple, online, qui joue très régulièrement les high stakes. Emilien Pitavi, quoi, du coup. Il y a Emilien, Ivan. Et je crois que c'est tout, hein. Il y a quasiment que 2 qui jouent vraiment très régulièrement, tu vois. Mais bon. Voilà.
Pas évident. Et je sais pas si on peut en parler, sinon je cutterai. Toi aussi, tu coaches justement. On avait pris un peu de, j'ai pris un peu de coaching il y a, je crois, quelque chose comme 2 ans avec toi. Et j'aimerais parler justement déjà de sessions. C'était super cool. Moi, ça m'a enlevé quelques leaks. J'ai dû désapprendre des choses et tu m'as réappris d'autres choses. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est que tu m'avais dit un principe qui me paraît intéressant, c'est que bon, on travaille la GTO, même si moi mon ABI est pas élevé, c'est ABI 7, donc c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que de suite, tu as dit il faut mettre du temps et pratiquer de suite sur l'ICM et sur la table finale parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent. Moi, est-ce que tu peux expliquer ça un petit peu aux gens qui peut-être vont reprendre tout depuis le début, les pots 3 bêtes, les pots de 4 bêtes, alors que finalement, l'argent se fait en table finale et il y a des notions d'ICM quand même basiques à comprendre? Exactement, ouais. Alors bon, déjà, c'est sûr qu'il faut arriver en table finale. Au final, les plus grosses erreurs au poker, c'est souvent à la bulle et en table finale. Et moi, c'est ce qui m'a fait skill up énormément de travailler les tables finales à l'époque. Le principe, c'est souvent d'être tight, honnêtement. C'est souvent ça. Alors après, ça dépend. À l'époque, il y avait moins de PKO qu'actuellement. Maintenant, il y a aussi pas mal de PKO. Et les PKO sont un peu plus top EV. Donc, c'est un poil différent en PKO. Mais dans l'idée, c'est souvent être tight, notamment quand il y a des gens qui sont plus short que toi. Parce que plus qu'être tight, en fait, c'est que les joueurs font tellement d'erreurs que des fois, juste attendre, tu gagnes des paliers, tout simplement. Tu gagnes des paliers, tu gagnes de l'argent. Et en fait, au lieu de jouer un flip maintenant, tu peux juste attendre que 2 personnes bust et jouer ton flip après. Bon, évidemment, je dis pas de tout fold et ça dépend des spots, notamment en BVB. Faut pas être tant que ça tight. Mais en non-KO, ça peut être par exemple des défenses de big blinds avec des combos offsuit qu'on pense standard, alors qu'en final, dans certains spots, on doit même fold As-8 off, 18 jeep, Vest min raise, tu vois, ou 9 et 8 off, on doit fold ça, on doit fold des fois des dames 9 off très régulièrement, des simples défenses de blind, tu vois, Vest min raise. Et en fait, si vous apprenez ça, bah, vous gagnerez plus d'argent, tout simplement, tu vois. À ce moment-là, quand tu m'as fait travailler ça, et que tu m'as fait run enfin, tu m'as fait faire des sims avec ça, c'était intéressant parce que c'était une notion que tu venais d'apprendre il y a peu de temps, quoi. Et en fait, c'était intéressant et tu me disais c'est quelque chose que tu faisais et tu t'étais adapté. Finalement, on se rend compte que ça prime pas assez parce qu'on va se faire harceler par les chip leaders à ce moment-là. Ils nous mettent max pression, on va toujours être dans des spots chiants. Et voilà, et finalement, pas se prendre la tête, des fois, c'était la solution. Ouais, clairement. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Ensuite, si on reprend plutôt ton parcours, quel impact a eu le fait d'être de gagner la Top Shark Academy et d'être Team Pro Winamax? Quel impact ça a eu sur ta carrière? Alors, c'est difficile à évaluer parce que je sais pas en fait ce que je serais devenu sans être passé par le Team Pro Winamax. Moi, je pense que l'impact a été énorme et que être Team Pro tout simplement a peut-être changé ma vie. Mais c'était difficile de le savoir parce que peut-être qu'en fait je serais monté même plus haut, on peut pas savoir quoi. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que ça m'a aidé énormément pour connaître beaucoup de monde et me faire un entourage poker, pour rencontrer un peu l'élite du poker, disons. Ça m'a aidé énormément aussi pour commencer le live parce que passer la transition online live est vraiment difficile pour un joueur, que ce soit en termes de buy-in, que ce soit en termes d'expérience, en termes de beaucoup de choses. Et du coup, être Team Pro, ça m'a permis de me lancer dans live beaucoup plus facilement. Je pense notamment lui, Frank Davidi, j'aimerais. Enfin, je peux citer juste simplement lui, qui est, je sais pas, un des meilleurs joueurs live overall, disons, en tout cas français et mondial dans le top monde. Son expérience est insane. Donc, quelqu'un qui partage son expérience, ça n'a pas de prix, tu vois. Et il m'a aidé énormément. Et voilà, c'était vraiment un bond dans ma carrière, ça c'est clair. Et justement, c'est vrai que d'avoir cet entourage à l'époque, il y avait aussi François Pirot, Underwood dans le roster, quoi. Et c'est vrai que tu m'avais dit que c'était l'entourage était important pour toi au début pour te mettre là-dedans. Est-ce que justement tu penses que tu aurais eu envie de venir au live ou tu serais passé au live sans avoir été sans être passé par le Team Pro? C'est quelque chose que t'aimais? T'avais envie de jouer en live? En fait, disons que je suis partagé. Le live, je suis partagé. Disons que j'aime jouer en live de temps en temps. Ce que j'aime moins, c'est juste que on joue des tournois en 8 max, 8 NGs, 9 NGs. C'est très long, on joue très peu de mains. Et moi, j'ai besoin d'une stimulation constante intellectuellement, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer énormément de tables pour être stimulé sans arrêt, tu vois. Tu peux multitabler en live si tu veux.
faut un peu courir, mais tu peux multi-tabler. À Vegas, c'est dur. C'est vrai. Mais C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui l'ont déjà fait. ouais, c'est ouf. Non, mais tu vois, en live, chaque main, je peux vraiment optimiser le moindre sizing, le moindre play. Et donc ça, c'est intéressant. Mais tu joues malheureusement très peu. Et l'échantillon est très faible. Et la variance est insane en live. Mais les gens s'en rendent vraiment pas compte, que ce soit pro, que ce soit tout le monde. Il y a une variance vraiment insane. Parce que tu veux un Vegas, c'est une session online. Alors oui, ton héros, il est plus gros à Vegas. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a quasiment tous les meilleurs joueurs du monde qui vont à Vegas, tous, qui réentrient tous les tournois, qui mettent, je sais pas, qui jouent pour plus de 100K, mais vraiment énormément de joueurs. Et au final, il y en a peu qui brillent, et pourtant tout le monde est très très bon si tu veux. Et tout simplement, c'est qu'il y a énormément de variance. Ouais, des gros fields. Dis-moi. Il y a des gros fields, quoi, donc du coup. Ouais, c'est ça. C'est des gros fields. Après, c'est des souvenirs incroyables. Clairement, c'est presque une aventure humaine quand t'es en villa avec des amis, que tu deep run, qu'un ami deep run. C'est des expériences inoubliables. Donc, c'est un kiff aussi. Donc, on peut aussi le voir comme ça. Ouais. C'est juste un kiff, EV+. Et vu comme ça, c'est top, tu vois. Mais en termes de grind, pour moi, on peut pas grind le MTT online. En tout cas, les gros fils, les EPT. Le live, tu vois, grind pour gagner de l'argent, je veux dire. Pour gagner de l'argent, c'est plus des shots, tu vois. C'est plus des shots. Après, c'est shots intéressant parce que si jamais ça se passe bien, après, tu as un bon de carrière, un petit peu comme moi qui était Team Pro Winamax. Tu as un bon de carrière parce que tu as un shot de roll, tu peux jouer plus cher. Et après, c'est boule de neige, tu vois. Ok. Bah, mais en attendant, il faut faire gaffe aussi, quoi. Après, tu as aussi des joueurs comme Florian Ribouchon que j'ai reçu. Tu vois, il va jouer ses Vegas et effectivement, bon, il a eu des bonnes performances, notamment il y a 2 ans. Mais il fait le circuit depuis des années et aussi il fait des tournois buy-in 500, average 500 ou enfin des tournois à 500 €, 700 € sur le circuit français. Donc je trouve que là-dedans, tu peux aussi trouver un rythme. Mais toi, c'est vrai que on le voit souvent quand tu rentres online, tu te dis retour sur le vrai poker. Donc c'est vraiment ce qui te plaît, quoi. Je taquine un petit peu, quoi. Ouais. Alors bien sûr, par contre, sur les tournois, les tournois 500 avec moins de joueurs, que ce soit des festivals en France, même s'il faut quand même vérifier avec les frais parce qu'il faut aussi rentrer dans nos frais, quoi. C'est le problème, c'est que tu payes l'hôtel, tu payes la nourriture. Il faut pouvoir buy assez cher, mine de rien, pour pouvoir tout rentabiliser. Pour que tes frais soient moins, plus soient absorbés, quoi. Clairement. Mais effectivement, ces tournois-là, je pense qu'on peut clairement grind ça et vivre de ça, pour le coup. Là, je te parlerai en plus des tournois, des EPT, des WSOP, des tournois 1K5+. Ouais, bien sûr. Voilà. Ce genre de tournoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais pourtant, c'est très EV+, hein. Je pense que plein de pros ont souvent plus de 50% d'ROI sur quasiment tous les tournois, tu vois. Mais c'est juste qu'il suffit de faire des simulations et pour se rendre compte de la variance, quoi. Après, bien sûr, le vrai poker, je taquine, j'aime bien le live aussi, tu vois. Et peut-être que je changerai le jour où je chèterai un tournoi, tu vois. C'est la classique aussi. Quand tu reviendras là, après Vegas. Tournoi, mais c'est le vrai poker, tu vois. C'est ça, tu reviendras avec ton bracelet après Vegas et finalement mes valets ont tenu, mes Gigi ont tenu et en TF et là c'est bon. Du coup, alors, pour rester sur justement sur Vegas, l'année dernière, scénario idéal pour toi, puisque raconte-nous un peu cet événement où du coup t'as fait les deux, quoi. C'était online et le live pour finir. Ouais, mais en fait finalement, quand je retrace un peu mon parcours live, j'ai pas tant que ça joué en live, mais finalement j'ai quand même fait 3 Vegas, il me semble, 3 ou 4. 3 Vegas. 3 Vegas, quasiment 6-7 EPT. Donc mine de rien, je commence à avoir de l'expérience en live. Mais j'ai fait beaucoup d'événements, mais peu de volume, tu vois, parce que j'ai joué peu de tournois. Et ça s'est plutôt pas mal passé, en fait, parce que j'ai fait pas mal de deep run, et mine de rien. Il y a 2 ans, j'ai quand même fait une demi à Vegas, alors que j'ai joué très très peu de tournois. C'était une demi sur un 600 multi-flight, mais il y a quand même 400 000 à la gagne. Donc c'était pas mal. L'année dernière, j'ai fait une TF aussi, WSOP. Mine de rien, alors que j'ai pas joué, j'ai dû jouer 40 tournois maximum, tu vois. Et ça, raconte-nous un petit peu, c'était quelle taille de field, combien de joueurs Alors c'est pour ça que c'est plus facile, parce que c'était plus facile, disons, pour aller en TF, parce que c'était un 5000 online. Et donc du coup, il y avait, je sais pas, 80 joueurs, 100 joueurs. Donc forcément, en fait, plus les tournois, enfin, moins il y a de joueurs, plus c'est simple d'aller au bout, même si le niveau il est plus élevé.
c'est beaucoup plus simple de gagner un 100K en live que un 1000 € en live, quoi. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est moins de monde. Ouais, c'est ça. C'est que le niveau est évidemment plus dur. Ton BV100 va être beaucoup plus faible. Ton ROI va être beaucoup plus faible, mais en fait, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est logique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la variance, mais la variance est différente? C'est pas de la variance par le nombre et par les flips qu'on doit passer ou les coups à tapis, mais par les setups, on va dire, par l'exploit. Enfin, voilà, c'est autre chose. Ouais, c'est une variance différente, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est juste le niveau est plus élevé, quoi. Le niveau est plus élevé, mais comme en fait, c'est quand tu gagnes le tournoi, tu gagnes 10 buy-in. Forcément, ça va arriver plus souvent qu'un tournoi donc à Nantes à 1000 € en WSOP, où tu vas gagner 500 buy-in ou je sais pas combien, tu vois, tu vas gagner une tonne. Mais voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, c'était donc un 5K online et peu de joueurs. Et la TF était en live, donc c'était assez sympa. Ça, c'est trop bien, ouais. Et du coup, j'ai eu de la réussite, évidemment. Je me suis retrouvé en TF, c'était très sympa. J'ai eu pas mal de stress pour le coup. Elle était télévisée en plus. Elle était sur PokerGo, non? Télévisée, ouais. Ouais. Je sais plus si c'était sur PokerGo, mais c'était en tout cas retransmis, clairement. Ouais. C'était retransmis sur YouTube, je crois. Donc voilà, pas mal de stress au début parce que c'était ma première TF en live. J'avais fait une petite TF, mais ma première vraie TF, disons. Télévision en plus, ouais. Et comme j'avais un peu moins d'expérience, techniquement, je me sentais bien. Maintenant, le fait d'avoir un peu moins d'expérience que certains joueurs qui avaient accumulé des dizaines de millions en live, ça mettait forcément un peu de pression. Mais après, je me suis, au bout d'un orbite, même pas, je me suis senti à l'aise parce que c'était quasiment que des joueurs que je jouais tous les jours, qui faisaient tous les settings classiques. Il y avait Martyrosian, il y avait des joueurs lituaniens que je connaissais. C'était un niveau TF assez relevé, mais classique, quoi. Ou en tout cas, online, c'est une TF classique online, quoi. Du coup, ils te connaissaient aussi. En live, du coup. Ils te connaissaient aussi, parce que toi, ton pseudo sur GG où il y a les meilleurs, c'est ton nom et prénom, il me semble, hein, c'est toujours ça. C'est possible. Après, je suis bien moins connu qu'eux, donc Martyrosian, disons, est bien plus connu, donc c'est possible que bien sûr. Ça lui dise quelque chose, mais voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, pour buy-in un 5K online pendant les séries, je suppose que il y a quand même peu de récréa sur ce fil-là au départ, non? Ouais, il y en a peu. Ouais. Il y en a quand même, hein. Il y en a quand même, honnêtement, mais il y en a peu, effectivement. Ok. Il suffit qu'il y en ait, par exemple, 5 qui re-entry, et au final, c'est 10% du fil, tu vois. Donc, du coup, ça peut. En fait, c'est marrant, c'est qu'online, par exemple, il y a des tournois qui sont très riches, mais il suffit qu'il y ait un joueur récréatif riche qui vienne, qui mette 5-6 boulettes dessus, et en fait, ça devient vite très EV+, tu vois. Ouais. Parce que tout le monde veut le ponctionner, veut avoir sa part quand il a table. Et au final, il y a 30 joueurs, mais s'il met 10 boulettes, tu vois, c'est un tiers du fil, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est l'idée, quoi. Et du coup, j'ai vu dans le podcast avec Spin Elite que tu mettais l'accent vraiment pour sélectionner tes tables. Comme on sait que les joueurs de cash game font du table select très précis, toi tu fais aussi un table select très précis. Comment ça se passe pour ton table select en live, online? Du coup, je l'ai entendu, je l'ai connu. Comment ça se passe sur ton event select, on va dire en live? Alors, en live, c'est un petit peu différent, disons, parce que c'est pas vraiment un objectif, mais c'est vrai que gagner un bracelet WSOP, c'est ce que j'aimerais tout simplement. En fait, je peux pas l'appeler objectif, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, parce que ça dépend pas vraiment de moi. C'est-à-dire que je peux optimiser les chances d'atteindre le bracelet WSOP en faisant du volume. C'est ce que je vais faire. Maintenant, il y a énormément de variance. Et je pense sincèrement que je suis assez convaincu que je finirai par avoir un bracelet WSOP. Je suis presque sûr, honnêtement. Je te dis, ta question, c'est quand? Peut-être cette année, peut-être dans 10 ans, je sais pas, mais je finirai par l'avoir. Une fois que je l'aurai, ça voudra rien dire, honnêtement. C'est juste que j'en serais satisfait, tu vois. Parce que quand j'ai connu le poker, que je regardais dans la tête d'un pro, ça me faisait rêver. Et voilà, ça me fait toujours rêver. Donc, c'est mon objectif. Donc, je vais quand même me focus sur les WSOP. Ok. Chaque année, sinon, les tournois que je vais jouer, ça va être. Dis-moi. Chaque année, tu les fais. En plus, tu es au Mexique, donc t'es pas très loin. Ouais. Chaque année, je le fais et je vais continuer de les faire chaque année. Cette année, je vais, disons, en fait, chaque année, je faisais un volume décent, mais je pouvais manquer un peu d'échantillons, disons. Parce que je skippais certains tournois, je jouais pas tous les tournois online aussi. J'en jouais quelques-uns, mais pas tous. Là, cette année, je vais essayer vraiment de jouer le plus possible. Donc, par exemple, tous les événements online, WSOP online, parce qu'il y a aussi des bracelets, que je le gagne online ou en live, honnêtement, ça m'importe peu.
Et en live, je vais essayer aussi de focus sur les doubles SOP et voilà, d'essayer d'un peu tout jouer, quoi, tout ce que je peux. Même si évidemment certains 5K ou 10K, je vais pas les jouer tout simplement parce que j'ai un peu moins d'expérience que certains joueurs. Mmh. Et que j'ai conscience que ça peut être, pour l'instant, mon leak comparé à certains joueurs. D'accord. Voilà, je compense techniquement, je pense, mais voilà, je vais jouer sur mes points forts. Et donc du coup, s'il y a 2 tournois, un 2K5 et un 10K, peut-être que je jouerai plutôt le 2K5 pour l'instant. Ouais. Et voilà, et à terme, Tu as besoin de te sentir vraiment, vraiment à l'aise et de te dire, je suis dans les meilleures dispositions parce que j'y vais pas pour battle, quoi. Je vais pas pour battle avec les meilleurs, je vais pour gagner, quoi. Enfin, pour aller le plus loin possible et gagner de l'argent. Exactement. Je vais pas dans l'objectif de battle. Si je veux battle, je peux jouer online, certains fils de la série Guiche, où techniquement, le fil sera forcément meilleur. C'est souvent des joueurs qui jouent aussi en live, bien sûr, mais le niveau sera un peu plus relevé, disons, techniquement. J'y vais plus dans un objectif de bracelet, et aussi bien sûr de kill et de gagner l'expérience. Et un jour ou l'autre, j'irai sûrement peut-être un peu plus battle en live, disons, quand j'aurai accumulé l'expérience nécessaire. Mais je prends mon temps, je suis pas pressé. Voilà, je prends mon temps, j'attends déjà de faire quelques perfs en live qui pour l'instant manquent un petit peu. J'ai jamais fait de one time pour l'instant, que ce soit online ou en live. Par exemple, j'ai jamais gagné plus de 100 000 € online, ce qui est par rapport à mes buy-in. J'aurais pu gagner ça déjà à maintes reprises. Mais voilà, je prends mon temps et c'est pas grave, ça finira par tomber. Alors, pour autant, je me plains pas du tout parce que j'ai quand même beaucoup de réussite en live. Ouais, tu as eu des belles perfs aussi. Ouais. C'est de la réussite. C'est une réussite différente, c'est-à-dire que je vais pas gagner un énorme tournoi, mais je vais avoir pas mal de réussite sur plein de petits tournois, tu vois. Du coup, voilà, l'un dans l'autre, ça reste aussi de la réussite, bien sûr. Bien sûr, ce qui compte, c'est que c'est de gagner de l'argent et il me semble que, bon, même récemment, mais en tout cas, au tout début, quand j'ai pris contact avec toi pour le podcast, c'était en plein rush, quoi. C'est-à-dire, il valait mieux prendre 3 fois 70K qu'une fois 100K, quoi. C'était un peu ça. Je me plains pas de la réussite, honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance au poker. C'était très bien passé pour moi, je suis très content. Et ça se passe toujours très bien, honnêtement. Maintenant, c'est sur GG. En fait, c'est marrant, j'ai eu un run. En gros, pendant longtemps, j'ai eu un run très très good sur Winamax. Et maintenant, c'est GG qui a pris la place. C'est assez drôle. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux sur GG. Alors, c'est aussi parce que je fais beaucoup plus de volume sur GG. Voilà. Et PS, ça s'est toujours bien passé, mais pas autant que les autres rooms. Ils ont un 15% de ROI tout droit sur PS. Alors, sur Wina et GG, c'est des ROI très élevés, mais voilà, par période, disons. Parce que les tournois c'est des plus gros fields, tout simplement, tu vois. Ouais, parce que GG, c'est vraiment des fields énormes. Peut-être qu'à tes buy-in, du coup, il y en a qui se réduisent un petit peu en termes de joueurs, peut-être un peu moins de monde. Mais c'est quand même beaucoup. Il y a énormément de joueurs. Bien sûr. Il faut jouer quelle limite sur GG pour être tranquille en termes de buy-in et avoir, on va dire, average 250-300 joueurs? Il faut jouer des plus de 5K, non? Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des tournois avec 200-300 joueurs, mais les structures sont pas tout le temps bonnes. Mais à toutes les limites, il y a des tournois de 200-300 joueurs, tu vois. Ok. Mais c'est juste que les structures, les belles structures, c'est souvent sur les PKO énormes fields, tu vois. Après, les tournois, il y a tellement des énormes baleines. Voilà, je dis ça, sans jugement, tu vois. Oui, bien sûr, là pour ils s'amusent, kiffer. Mais du coup, c'est impressionnant. Les fields sont magnifiques, quoi. Alors, les structures sont pas tout le temps top, mais il y a des joueurs qui font des livrets, qui sont vraiment là pour gamble. Il y a vraiment des vrais gamblers qui sont juste là pour s'amuser, quoi. Et ça fait plaisir, tu vois. Et c'est gratuit qu'on est là, qu'on vit de ça, tu vois. Donc, sans eux, on serait rien, tu vois. Et c'est souvent des sharks dans d'autres domaines. Hein. En général, ces mecs-là, c'était des sharks, tu vois. Donc, ils s'en foutent, ils sont pas à 5 000 € près, quoi. Dans leur entreprise ou quoi que ce soit, Du coup, ils viennent s'amuser là. Et quelle est la... Enfin, quel est ton... Putain. Le fait d'arriver dans la Team Spin Elite Live, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change des choses? Est-ce qu'au niveau du programme, ça demande à ce que tu fasses plus de choses? Enfin, disons que en live, être stacké en live, ça permet juste de jouer plus, de faire plus de volume, parce qu'il y a énormément de variance. Et moi, je fais gaffe à ça, j'ai conscience de cette variance, parce que j'ai fait beaucoup de simulations, tout simplement, en mettant des estimations d'ROI, et on se rend compte que c'est standard de perdre un Vegas sur 2, de finir perdant ou break-even
un Vegas sur 2, tu vois. Alors que tu travailles depuis 5 ans, tous les jours le poker, tu vois. Que tu es très précis, pointueux, pour autant, un Vegas sur 2, tu perdras, tu vois. Et donc, du coup, grâce à Spinelli, je vais pouvoir tout simplement faire plus de volume. Content qu'ils ne mettent pas de pression, ils ont confiance en moi. Et du coup, je vais pouvoir gérer un petit peu comme je l'entends. Et ça, c'est cool, c'est important. Ça m'évite de vendre tournoi par tournoi, ça me simplifie la vie. Et voilà, tout simplement, je vais pouvoir faire plus de volume. Et après, avec eux, ça implique forcément indirectement de faire un peu de contenu sur les réseaux, de m'y remettre un petit peu parce que j'ai un peu arrêté. Et du coup, je suis content de pouvoir reposter des HH, parler de certains coups, tu vois. Donc, je vais être un peu plus actif pendant ce Vegas. Je vais essayer en tout cas. Mais voilà. Ouais, ça, c'est quelque chose principalement juste faire plus de volume, quoi. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu avais commencé avec Wina, du coup, on va dire, de créer une communauté autour de ton grind et ton quotidien. Et voilà, tu avais peut-être un peu moins fait, mais bon, après, avec le volume que tu fais online, puis même, est-ce que ça serait pas épuisant de proposer beaucoup de choses à chaque fois? Je veux dire, quand tu as beaucoup de volume et que tu travailles, c'est quand même compliqué. Facile, ouais. Mais, je sais pas comment font les streamers, honnêtement, c'est vraiment pas simple. Ouais, du coup, c'est vraiment, donc là, j'ai une question avec ça, t'es vraiment dans ton métier passion, parce que tu disais dans d'autres podcasts que les mathématiques, c'est quelque chose qui te plaît, que tu retrouves dans le poker, mais la compétition, ça te plaît beaucoup aussi. Et là, t'es dans un métier passion. Du coup, est-ce qu'être dans un métier passion, c'est ça qui permet de garder la motivation au quotidien et avancer? Clairement. Alors, effectivement, je suis très compétitif, je déteste perdre dans n'importe quel domaine. Dès qu'il y a un peu de compétition, je supporte pas, tu vois. Et du coup, bien sûr que, en fait, c'est une passion, et donc chaque jour, je suis content de me lever. En fait, j'ai même pas l'impression que c'est un travail, tu vois. J'ai presque du mal à dire que je vais au travail, que je vais travailler, parce que j'associe le mot travail à quelque chose de chiant, tout simplement, tu vois, qu'il faut faire pour avoir de l'argent et pour vivre. Et c'est incroyable de pouvoir vivre de ta passion, tu vois. C'est incroyable. Et je m'en rends compte tous les jours, tout le temps. T'imagines, t'as un truc que tu kiffes faire, que si jamais tu pouvais pas en vivre, tu en ferais pendant ton temps libre, tout simplement. Tu le ferais pendant ton temps libre. Et là, tu peux le faire et vivre de ça tous les jours de ta vie, quoi. Et c'est incroyable. Et du coup, des fois, ça m'arrive de me prendre un bad beat ou un coup difficile. Ça peut m'arriver, hein, même si ça se passe bien pour moi. Ça arrive à tous les joueurs, tu vois. Et ça peut m'arriver d'être frustré 1 heure ou 2. Ça t'est arrivé. En me disant que... Ça t'est arrivé sur les tickets de main event de Vegas, où plusieurs fois t'as dit, c'est pas possible. Ah ouais, ça c'était le pire. Ça m'a tilté. En fait, c'est vraiment tiltant, les tournois où c'est winner take all, tu vois. C'est quand tu bulles ça, c'est... Mais bon, c'est en fait, voilà, pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est juste qu'en fait, il y a des tournois, des packages où tu gagnes 12 000. En fait, un package de 12 000 à Vegas. Et en fait, si tu bulles le package, t'as 0. T'as 0, ouais. Et donc, du coup, des fois, t'as un 70-30, c'est 12 000 ou 0, quoi. Du coup, c'est très, très, très frustrant. Et on fait quoi avec deux valets 16 deep ici, là? J'en pouvais plus. Non, mais tu relativises tout simplement en te rappelant que tu vis de ta passion. En fait, ça va rien changer. Demain, je vais continuer à jouer. Faut pas oublier aussi la réussite que tu as eue. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, de gagner la Top Chart, c'est énormément de chance. Que ce soit de commencer le poker sur Winamax, j'ai eu beaucoup de réussite sur Winamax. Je vais sur le .com, j'ai eu énormément de réussite sur GG Poker. La courbe sur GG Poker, elle est indécente, c'est insane. C'est tout droit, alors qu'il y a énormément de variance. Et évidemment que j'ai un bon niveau au poker, mais il y a aussi beaucoup de chance, tu vois, et j'en ai conscience. Et ma courbe sur GG, par exemple, il y a plein de joueurs qui ont mon niveau qui auront beaucoup de mal à avoir une courbe aussi toute droite, tu vois. Tout simplement parce qu'ils auront moins de réussite que moi en deep run. Et moi, j'ai eu cette réussite-là. Donc, même si j'ai pas eu de one time, clairement, je fais partie. En fait, tout simplement, tous les gens qui ont gagné une tonne au poker ont eu de la réussite, tu vois. La plupart ont eu beaucoup de réussite. Et c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Il y a plein de top pros qui ont eu des périodes beaucoup, beaucoup plus difficiles que moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, tu as aussi quand même une gestion de bankroll qui est vraiment stricte. Je sais que tu prenais quelques shots de temps en temps, parce que ça reste un plaisir, mais c'est des shots mesurés où tu es capable de redescendre de buy-in très facilement, et aussi tu vends ou tu swaps certainement à des moments. Donc, clairement, ouais. Voilà. C'est mesuré tout ça. J'optimise tout. Clairement, je swap, je vends sur GG énormément à des markups assez élevés,
souvent des joueurs qui veulent gambler un petit peu, qui permet de limiter la variance, de swap entre amis avec des très très bons joueurs. J'hésite pas à ranger mon ego sur certains tournois. Des fois, j'ai envie de battle et je vais battle. Et il y a des fois, c'est juste je joue pas ce tournoi-là parce qu'il est pas beau, tu vois. Et du coup, ça m'évite d'avoir des très gros swings de 80, 100K. En tout cas, pour l'instant, comparé à certains joueurs qui ne s'arrêtent pas, qui vont mettre 3, 4 boulets sur des 1K. Je le vois tous les jours. Hein. Quand tout GG, tu vois des joueurs qui mettent 5, 6, 7 boulettes sur certains tournois super chers. Et d'un côté, je trouve que c'est tout à leur honneur, tu vois. Et je respecte ces joueurs parce que ils ont d'autres qualités, tu vois. Ils prennent des risques qui leur permettront peut-être d'arriver au top niveau et qui peut-être leur permettront de jouer les Tritons un jour, des tournois qui seront beaucoup plus durs à atteindre pour moi parce que en fait je prendrai pas ces risques-là, mais du coup j'éviterai de me broc. Je me broquerai pas quoi, ou c'est très peu probable. Alors que bon, je connais pas mal de joueurs qui malheureusement se sont broc et qui maintenant c'est plus compliqué pour eux, tu vois. Ils sont réorientés en spin ou ils grind. Où il faut se faire stacker. Tu vois, voilà, qui cherchent du stacking. Donc voilà, c'est un petit peu, ça dépend un peu de vos objectifs, quoi. Si vous voulez devenir le numéro 1 français ou être dans le top monde, bah oui, il faudra prendre des énormes risques parce que d'autres les prendront. Donc voilà, ça dépend de ses objectifs, quoi. Moi, je kiffe le poker, c'est ma passion, mais en même temps, pour ma vie, tu vois, je suis content de juste bien gagner ma vie et de pouvoir voyager, de pouvoir aller un peu où je veux, quand je veux, travailler quand j'ai envie, tu vois. Et ça, si ça arrivera toute ma vie, j'en suis très content, tu vois. Voilà. Et alors, j'ai pas une question. Dis-moi. Une question sur ça, justement. Si on va dire que tu te prends des vacances et que tu cuts totalement du poker et du travail hors table, est-ce que tu sens au bout de combien de temps tu sens que tu as perdu? Est-ce que tu dois te remettre dans le mood? Comment tu fais? Dans le move, pardon. Déjà, quand je vais en vacances, au bout de 2 jours, disons 2-3 jours, ça me manque énormément le poker. Donc j'ai tout le temps envie de jouer. Maintenant, en termes de niveau, bah, chaque fois que je rentre dans un événement live, je sens que j'ai perdu du niveau online, clairement, du niveau technique, parce que il y a quand même une énorme différence entre le niveau online et live actuellement, en tout cas. En tout cas, sur des 2K en live et sur les online, les 200 plus online, tu vois. Il y a rien à voir, quoi. Et quand je rentre de Vegas, je sens que il faut que je bosse, quoi, que j'ai plus l'expérience que j'avais avant. Enfin, qu'il me manque l'expérience online, tu vois. Tu sais comment le fil joue. Tu sais un petit peu quels spots sont overbluff. Faut se remettre dedans. Underbluff. Toutes ces choses-là. Donc, après un Vegas, par exemple, après un EPT aussi, tu vois. Honnêtement, au bout de 10-15 jours, déjà, tu perds un peu du niveau online, quoi. Ok. Clairement. Ouais, ça prouve bien la performance à laquelle tu joues au quotidien aussi. Et quand tu es dans ce truc-là, en fait, tu es au milieu d'un peloton où ça va très vite, quoi, où il y a du niveau. Et quand tu en sors un petit peu pour rattraper, faire plus d'efforts, quoi. Le niveau, il est très élevé actuellement online. Là, il y a toujours énormément d'argent à se faire parce qu'il y a toujours des récréatifs, heureusement. Mais le niveau online, maintenant, des règles avec les solvers qui sont de plus en plus pointus, les stables, les BitB, toutes les choses comme ça, bah, en fait, font progresser énormément les joueurs et je le vois tous les jours, quoi. Les gens sont très, très techniques d'un point de vue GTO. Alors, ils font encore énormément d'erreurs, mais il y a plein de joueurs qui arrivent à trouver des bluffs dans tous les spots. Des spots à l'époque, personne ne bluffait. Maintenant, il y a plein de joueurs qui bluffent ces spots. Et même à contrario, ça c'est marrant, il y a des joueurs qui pensent être les seuls à bluffer un spot, alors que tous les plein de règles bluffent ce spot. Tu vois, des spots un peu tricky. Ça c'est assez marrant, c'est un truc que j'entends souvent, que ce soit en live, online. Personne bluffe ici. Qui bluffe ce spot? Personne bluffe ce spot. Oui, tu es le seul à bluffer. Mon frérot, tu es le seul qui bluffe ce spot, tu vois. Et maintenant, de nouveau, il y a de plus en plus qui font des sick bluffs. Je vois des élèves qui sont en 20 €, qui font des lines tellement puissantes, tu vois, tellement pointues. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, c'est surtout une question de rôle, quoi. Et il y a des joueurs qui jouent des 20 € qui pourraient clairement gagner enfin, ABI, enfin, sur des 1 000 € online, ou des 5 000 en live, je pense, sans problème, honnêtement. Parce qu'en fait, ils ont un niveau technique très élevé. Et en fait, au bout d'un moment, c'est presque qu'une question de rôle, tu vois. Et de temps, du coup, parce qu'il faut que ça monte. Et de temps, Et de temps, parce qu'il y a des récréatifs sur toutes les limites. Et bien sûr, le niveau des règles est plus élevé, plus tu montes de limites. Mais je pense qu'il y a plein de joueurs qui s'en sortiraient très très bien plus cher, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà.
pour ça que le stacking, ça aide beaucoup. Et pour parler un peu, nous, de notre application, tu auras l'occasion de la tester du coup un petit peu à Vegas. Bien sûr, ouais. Parce que tu l'as téléchargé, tu vas pouvoir regarder. Ce qui est bien, c'est que j'ai rentré moi tous les tournois des gros événements et du coup de Vegas. Donc en fait, quand tu vas aller dans ta liste de tournois, tu vas pouvoir te registrer sur le tournoi que tu as prévu de faire, renseigner tes couleurs de jetons, ce qui va être ta structure en fait. Et ensuite démarrer, d'être dans ta partie en cours et pouvoir calculer ton stack, mais surtout, pour les règles, très très important, de prendre des notes sur les joueurs que tu as au table. Tu vas pouvoir attribuer le nombre de sièges qu'il y a, c'est souvent du 8 ou 9 max à Vegas du coup, mettre les noms des joueurs qu'il y a autour de toi, prendre des notes, les retrouver par la suite, et ça c'est très bien. Si tu connais London Mob, tu vas pouvoir le mettre dans sa fiche joueur, et ça c'est des trucs très bien, notamment quand tu es à table. Et bien sûr, on utilise toujours l'application en dehors des coups et quand on n'est pas impliqué dans un coup. Au moment où on a le droit d'utiliser son téléphone, finalement. Donc, pas de problème avec ça. Mais finalement, même quand tu es à la maison, admettons, tu passes un day sur un WSOP et tu connais ta table du lendemain, tu connais ton hydro, et ben tu peux déjà aller regarder si c'est des joueurs connus, leur random mob, renseigner en amont leurs fiches, des choses comme ça. Ce qui fait que quand tu arrives à table, bah, finalement, tu as travaillé, quoi. Tu vois, tu as bossé sur eux. C'est top, hein. Et ça, c'est cool. Tu verras, il y a plein de choses à faire. Ensuite, noter son bilan de l'événement, ce qui fait aussi ton chiffre d'affaires. Les frais à Vegas, on sait qu'ils sont très importants. Donc, tu vas pouvoir voir à la fin de ton séjour, rentrer les frais que tu as eu en villa, les courses, les taxis, enfin, il n'y a pas de beurre, mais les taxis et des choses comme ça. Et finalement, ce qui est intéressant quand tu fais le circuit comme ça, c'est de se dire Vegas 2025, j'ai eu tant de dollars en frais. L'année prochaine, si je veux optimiser, je vais essayer d'être un peu en dessous de ça. Et comparer, tu vois, c'est déjà hyper intéressant. Et bien sûr, après, tu as ta bankroll, hein, ton résultat, ton graphe qui sera fait et où tu pourras dire voilà mon Vegas, voilà ce que j'ai fait. Donc ça, je trouve que ça va être vraiment c'est le bureau du joueur de poker directement dans ta poche. Et voilà, on fait pas que du calcul de stack, on fait bien d'autres choses. Mais je pense que tu vas aimer parce que bah, toi, t'aimes bien gérer tout ça, puis t'aimes le suivi, t'as quand même l'approche mathématique et je pense que tu vas bien kiffer, tu me diras en tout cas. Écoute, hâte de tester ça, hein. Je vais essayer ça dans une semaine, ça sera très pratique. Ça va pas mal m'aider, donc voilà, hâte d'essayer ça. Yes. Et puis voilà, du coup, on a balayé toutes les questions. En tout cas, c'était bien cool de t'avoir. Là, tu vas pouvoir démarrer ta journée et nous finir la note tranquillement. Et puis voilà, je te souhaite bon courage pour Vegas. Le podcast, il va sortir au moment où tu y es. Il va sortir à peu près mi-juin. Donc parfait. on sera en au plein moment où boom. vous écoutez le podcast, j'aurais déjà gagné mon premier bracelet WSOP. Et tu dis prendre notre event. D'en gagner un deuxième. Voilà, t'es dans le Diffrun. Magnifique. Voilà. Bon, bah Loïc, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao, merci à toi. Ciao.